Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, demain s'ouvre à Bobo Dioulasso la 15e rencontre gouvernement secteur privé sous un nouveau format, mais les interrogations des opérateurs économiques sur l'efficacité de telles rencontres demeurent toujours. Les 27 pays de l'Union européenne ont approuvé à l'unanimité ce matin l'accord sur le Brexit qui met fin à un mariage de 45 ans avec la Grande-Bretagne. Pourtant, tout n'est pas encore joué pour la première ministre britannique. L'Union africaine a entamé des réformes pour rendre l'organisation panafricaine plus efficace. Le ministre de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur, Paul Robert Tiendrebego, était à Addis Abeba où il a représenté le président du Faso. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour monsieur Bazir. Merci d'être venu ce midi sur notre plateau pour nous en parler. Je vous en prie. Mais tout d'abord, le Premier ministre Paul Kabatieba est arrivé ce matin à Bobo Dioulasso. Le chef du gouvernement préside demain et après-demain les travaux de la 15e rencontre gouvernement secteur privé. Paul Kabatieba a reçu un accueil populaire à l'entrée de Bobo Dioulasso. Reportage Hassan Gourabou Ali Traoré. Bain de foule à l'entrée de la ville de Bobo Dioulasso pour accueillir un invité de marque. Le Premier ministre burkinabé foule la tête de la capitale économique pour participer à la rencontre gouvernement secteur privé qui s'ouvre ce lundi 26 novembre pour 2 jours à Sia. À sa descente, il est accueilli par les autorités politiques, les opérateurs économiques et une foule de grands jours. Après les salutations et les honneurs qui lui sont réservés, Paul Kabatieba rejoint son pied-à-terre avant d'entamer par la suite son programme d'activité. La rencontre gouvernement secteur privé s'ouvre donc demain à Bobo Dioulasso et s'achèvera mardi. Pour la 15e fois, les deux parties vont se retrouver pour discuter et nouer un partenariat afin d'œuvrer en faveur du développement du Burkina. Cependant, au fil des années, le doute gagne les opérateurs économiques qui s'interrogent sur l'efficacité de telles rencontres. À la veille de cette 15e rencontre, les doutes sont loin d'être levés. Suivons ce reportage de Manekayen, Biridou Bazongo et Ali Traoré. Le 26 novembre prochain va s'ouvrir ici dans la capitale économique la rencontre entre le gouvernement et le secteur privé. Durant 48 heures, les deux parties vont à nouveau échanger sur les problèmes rencontrés par le secteur du monde des affaires en vue de trouver des solutions. Mon appréciation, c'est déjà quelque chose qui est bon passé. Ça nous permet d'échanger entre nous, d'échanger nous les opérateurs économiques avec le gouvernement pour pouvoir trouver des solutions. Nous avons besoin de ce dialogue, de cette concertation avec l'État en cette période pour voir comment on peut davantage améliorer, je veux dire, l'environnement des affaires. L'environnement des affaires sur le plan administratif, réglementaire et législatif, mais également sur le plan infrastructurel, comment améliorer les infrastructures qui accompagnent, je vais dire, un bon déroulement des affaires et qui permettent aux hommes d'affaires de prendre des initiatives. Si ce rendez-vous est apprécié par plus d'un, son efficacité pour améliorer le climat des affaires reste à prouver. La rencontre seule ne peut pas suffire pour nos essences. Nous, on appelle le gouvernement d'ouvrir les portes pour qu'on puisse échanger, particulièrement le ministre du Commerce et de l'Industrie. Si vraiment il n'y a pas de contact entre nous, il n'y a pas d'échange entre nous, je crois qu'on va beau parler, mais on ne va pas arriver. Parce que je crois que c'est ensemble que nous pouvons avancer. Il y avait quelques hésitations, quelques doutes qui commençaient à gagner le secteur privé sur l'efficacité de ces rencontres. Leur utilité est prouvée, mais l'efficacité de la rencontre commençait donc à nous amener à poser quelques questions. Et le fait que le ministre nous revienne en disant je vais faire évoluer le cadre de concertation est une bonne chose et justifie à plus d'un titre donc cette rencontre. C'est en prenant en compte ces critiques que l'État a décidé de donner une nouvelle image à cette rencontre gouvernement-secteur privé. Pourquoi je crois que le gouvernement a décidé de créer donc en septembre le cadre de concertation et d'orientation pour le dialogue
entre le secteur privé et l'État, qui remplace la formule ancienne des rencontres État-secteur privé. Et quand vous voyez la configuration donc, de ce cadre, il est évident qu'on rend plus opérationnel la prise de décision, dans la mesure où ce cadre va permettre de faire d'abord des rencontres régionales, des rencontres sectorielles et une rencontre globale au niveau donc, du comité de pilotage dirigé par le Premier ministre lui-même. Espérons que cette nouvelle formule pourra apporter une nouvelle dynamique à cette rencontre, toute chose qui permettra de booster le secteur de l'économie. Les opérateurs économiques sont également à l'honneur à Lomé, séjournant dans la capitale togolaise où se déroule la 15e foire internationale. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat a rencontré les opérateurs économiques burkinabés résidant au Togo. Une rencontre d'échange qui a permis de recueillir les préoccupations des hommes d'affaires burkinabés et de faire passer le message du gouvernement. Le ministre Kaboré les a invités à saisir les opportunités d'investissement qui s'offrent à eux. Amado Iliboudo, Bouma Ernest Nebié, nos envoyés spéciaux. C'est une rencontre d'échange voulue par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat du Burkina pour s'imprégner des difficultés qui entravent le développement des affaires des opérateurs économiques burkinabés résidant au Togo. Le manque d'informations sur les opportunités d'investissement au Burkina, le coût élevé des frais du transit au port de Lomé et le difficile accès à ce port par les transporteurs burkinabés sont entre autres préoccupations de ces opérateurs économiques soumises au ministre Aruna Kaboré. C'est au niveau de l'accès au port. Nos camions sont souvent alignés jusqu'à Sarakawa pour avoir le port conteneur. C'est tout à fait un problème, un casse-tête. Donc vraiment à ce niveau, si vraiment quelque chose pouvait être fait pour que si nous avons le bon déchargement, que nous puissions rentrer librement, charger et ressortir. Vous voyez, peut-être un jour, si vous-même vous prenez la voie, vous allez voir que les camions de la porte de Sarakawa jusqu'au port conteneur, les camions sont alignés. Bon, je ne pense pas, ça ne fait pas plaisir. Grosso modo, ce sont des questions comme ça qui ont été soulevées et nous avons apporté donc les éléments donc, de réponse et aussi pris de l'engagement donc de répondre aux autres préoccupations qui n'ont pas certainement trouvé les bonnes réponses aujourd'hui. Avant de les inviter à investir au Burkina, le ministre les a rassurés que des mesures sont prises par le gouvernement pour faciliter leur investissement. Au terme de la rencontre, les participants se sont dit satisfaits et ont souhaité qu'une telle rencontre se répète. Ce n'est pas toutes les questions qui ont leur réponse dans l'immédiat, mais les préoccupations dont il avait la solution sur le champ, il nous a proposé, il nous a donné l'assurance qu'arrivé avec ses collègues, ils verront bien qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous qui sommes résidents à Lomé et apporter aussi un regard particulier sur Lomé parce que Lomé aussi aujourd'hui est l'un des ports là où presque la grande partie des marchandises qui descendent vers le Burkina, les denrées comme le riz, le sucre et autres, transitent par le port de Lomé. Environ 4000 Burkinabés vivent au Togo et selon des chiffres de la représentation de la Chambre de commerce et d'industrie de Burkina Faso à Lomé, 70 sont des opérateurs économiques. Un sommet extraordinaire de l'Union africaine consacré aux réformes de l'organisation panafricaine s'est tenu mi-novembre à Addis Abeba au siège de l'UA. Notre invité est le ministre de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur, Paul Robert Tiendrebeo, qui a représenté le président du Faso à ce sommet. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour monsieur Bazé. Alors, quelle nécessité de réformer l'organisation panafricaine, l'Union africaine? Oui, merci bien de me recevoir. Comme vous le savez, l'Union africaine est une vieille institution maintenant et il est de bon temps qu'après tant d'années d'existence, l'Union se remette en cause. C'est ainsi que les chefs d'État ont décidé, au regard d'un certain nombre de faits, après avoir fait un diagnostic de fonctionnement et de performance, donc ils ont décidé de confier au président Paul Kagame la mission de faire des propositions, des recommandations pour modifier un peu le fonctionnement, renforcer les performances, assurer une meilleure coordination au sein de la Commission. Donc c'est cela qui motive donc ce processus de réforme. Plus de performance, plus d'efficacité. Est-ce qu'en 2 jours, vous avez pu faire le tour de la question?
Oui, tout ne s'est pas déroulé pendant ces 2 jours. Il y a eu tout un processus qui a commencé il y a quelques années et qui s'est accéléré en 2016 et en 2017 lorsque le président Kagame a eu clairement le mandat de ses pairs de faire ces propositions. Donc, au niveau des représentants permanents, il y a eu un travail préalable qui a été fait. Au niveau des ministres, il y a eu un travail préalable qui a été fait. Il y a eu beaucoup de réunions préparatoires, y compris des retraites. Et ce sont les résultats de toutes ces rencontres-là qui ont été donc proposées au chef d'État. Alors, les réformes concernent plusieurs domaines. Quelles sont les réformes les plus importantes que vous pouvez noter? Bon, c'est un processus, comme je l'ai dit, mais d'ores et déjà, vous pouvez noter que les réformes concernent la commission elle-même. Donc, notamment la structure et les portefeuilles. Comme vous savez, actuellement, nous avons une commission de 10 membres, donc un président, un vice-président et 8 commissaires. Pour assurer beaucoup plus d'efficacité, il a été décidé de ramener le nombre de membres de 10 à 8. Donc, nous aurons maintenant un président, un vice-président et 6 commissaires. Et la configuration également des portefeuilles a été revue. Évidemment, si on passe de 10 à 8, c'est qu'il faut fusionner. Le seul département, je crois, qui n'a pas été touché, c'est le département infrastructure et énergie. Sinon, tous les autres départements ont été remodelés ou fusionnés. Ensuite, il y a le processus de sélection aussi de ces hauts fonctionnaires-là, qui sera beaucoup plus transparent et basé beaucoup plus sur les compétences. Voilà, il ne s'agira plus de faire des cooptations. Maintenant, il y aura un processus avec un panel de sélection de personnalités de haut niveau qui vont auditionner. Et même avant les élections, on va demander aux candidats de passer, pour ce qui concerne le président et le vice-président, devant les chefs d'État pour présenter leur vision avant qu'on passe au vote. Il y a également le mot de cessation de fonctions. Il y a aussi des réformes qui concernent les finances. Et ça, c'est très important. Le président de la commission nous a fait comprendre qu'à l'heure où nous tenions la rencontre, on est en fin d'année et la commission n'a pas enregistré 50% de contributions. Donc, du coup, il y a des problèmes pour la mise en œuvre des projets. Donc, la réforme va concerner également cet aspect-là, avec le renforcement des sanctions. Justement, il y a des sanctions qui ont été édictées et qui vont aller de la suspension du droit de vote et même de participation aux réunions. Et cela peut même toucher le recrutement des ressortissants. Donc ça, c'est un volet important. Mais comme je l'ai dit, il y a aussi une réflexion sur la répartition des tâches entre la Commission et les commissions économiques régionales et les États. Parce qu'on a constaté qu'il y a beaucoup d'aspects sur lesquels il y a des chevauchements. Donc il y a des discussions entre ces entités-là pour mieux prendre en compte les aspects spécifiques de chacun. Et enfin, il faut noter que le NEPAD a été transformé et deviendra désormais une agence, l'agence de développement de l'Union africaine. Avec, voilà, l'ODA, si vous voulez, avec pour mandat principal, donc, de gérer les projets continentaux et d'œuvrer aussi au renforcement des capacités dans certains domaines. Oui, monsieur le ministre, on sait que les réformes ont été nombreuses, elles ont été importantes aussi, mais on a aussi mis l'accent sur la parité. Est-ce qu'on a fait appel maintenant pour que les femmes puissent occuper des postes importants d'ici 2021? Oui, la parité est déjà effective en fait au niveau de la commission, mais elle sera renforcée. Elle sera renforcée parce qu'elle va concerner tous les postes. Et c'est ainsi, par exemple, il est clairement indiqué que si, par exemple, le président de la commission est un homme, le vice-président doit être une vice-présidente, donc une femme. Et il y aura la parité au niveau des commissaires. Il y a aussi, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a aussi une mission de rendre les jeunes beaucoup plus présents au niveau de la commission. Donc, il y a aussi bien la parité genre, enfin, homme-femme, que la prise en compte de la jeunesse. Alors, monsieur le ministre, on sait qu'il y a une Burkinabé qui occupe un poste de commissaire à l'Union africaine. Est-ce que toutes ces réformes-là ont des impacts sur le Burkina à l'horizon de 2021? Oui, je voudrais vous rassurer.
le mandat de la commission actuelle n'est pas concerné. Donc les réformes concernant donc la structure et puis les portefeuilles vont entrer en vigueur à partir de 2021, donc à la fin du mandat de l'actuelle commission. Et effectivement, le poste qu'occupe notre compatriote actuellement, qui est le poste des affaires politiques, sera fusionné avec paix et sécurité. Mais bon, je pense que d'ici là, on verra comment ça peut se faire pour que le Burkina soit toujours présent. Et évidemment, il y aura un impact aussi sur le plan financier, puisqu'il y a des discussions concernant le barème de quote-part. Donc, il est probable qu'avec les 0,2% décidés donc au niveau de Kigali pour que chaque pays puisse reverser 0,2% de ses recettes d'importation hors zone Afrique à l'Union africaine pour lui permettre d'avoir beaucoup plus d'indépendance. Il est probable également qu'avec la réflexion en cours sur le nouveau barème, comme je l'ai dit, il y aurait un impact sur notre contribution qui pourrait aller à la hausse. Alors, et les perspectives de manière générale après cette rencontre des 17 et 18 novembre à Addis Abeba? Oui, les perspectives, c'est qu'il y a beaucoup de missions qui ont été confiées à la Commission, parce que comme je l'ai dit au départ, c'est un processus. Ça, ce sont les premiers pas. Il y a encore beaucoup de choses à faire pour rendre effectives ces mesures-là. Donc, la Commission a une grosse charge. Les États membres aussi auront leur part, parce que, comme je l'ai dit tantôt, concernant par exemple le budget, il va falloir que chacun prenne ses responsabilités, parce que sans budget, nous ne pouvons pas parler d'indépendance. Alors, Monsieur le ministre, une question subsidiaire qui n'a rien à voir avec ces réformes de l'Union africaine. Nous sommes à 2 ans pile poil de la tenue des élections de 2020. Que devient le processus de vote des Burkinabés de l'étranger, de l'extérieur? Bon, je vois que je ne peux pas y échapper. Oui, je pense que le processus est en bonne voie. Comme vous le savez, depuis l'adoption du nouveau code électoral, le gouvernement est à pied d'œuvre. Je pense que la CENI aussi, même si je ne peux pas parler en son nom, est à pied d'œuvre pour qu'en 2020, ce vote-là soit effectif. Et je dois vous dire qu'incessamment, nous allons commencer des tournées, nous allons lancer des missions pour justement la délivrance des pièces nécessaires donc, pour le vote, à savoir la CNIB et le passeport. Donc, je peux vous rassurer que le train est en marche. Merci beaucoup au ministre de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur, Paul Robert Tiendrebeu, qui est venu nous parler ce midi des réformes qui ont été évoquées lors du sommet extraordinaire de l'Union africaine, sommet qui s'est tenu les 17 et 18 novembre dernier à Addis Abeba. Merci, monsieur le ministre, et restez avec nous pour la suite du journal. Visite de terrain dans une zone d'intervention du projet NER-Tamba pour toucher du doigt les différentes réalisations opérées au profit des populations de la région du Centre-Nord. L'objectif était d'évaluer l'ensemble de l'exécution du projet, de vérifier les produits de réalisation et d'analyser l'état d'avancement de la mise en œuvre du projet à mi-parcours après 4 ans d'implantation. Roger Kam, Ini, Janine Kambiri. À Boala, Bonam, Boulsa, Pilga, Zablo et Delga, l'heure est à la visite des aménagements de bas-fonds rizicoles, de périmètres maraîchers, des micro-projets de décortiquage de riz, d'embouches ovines et d'élevage de volailles, des séances de sensibilisation sur l'hygiène et l'assainissement. Le projet NER-Tamba est dans sa 4e année de mise en œuvre dans la région du Centre-Nord. Échange avec les expérimentateurs des variétés améliorées de sorgho et de variétés sahéliennes de moutons Bali-Bali. Échange avec les bénéficiaires et la Chambre régionale d'agriculture. À mi-parcours, il faut apprécier et évaluer les différentes réalisations sur le terrain. Il faut dire que les résultats sont satisfaisants. Nous sommes à mi-parcours de mise en œuvre du projet et les perspectives sont très bonnes au regard donc de l'état de mise en œuvre donc des recommandations de la revue à mi-parcours. Sur le terrain, des résultats remarquables en termes d'adhésion des populations au projet. Avec le métissage, ça a contribué à l'amélioration de la performance de nos animaux. Du coup, les prix de vente sont rémunérateurs.
Nous avons accepté d'exploiter la variété Capelra parce qu'on a vu que le rendement est plus élevé que notre variété locale. Le projet NER Tamba a contribué à la restauration des sols, lutte contre l'ensablement du lac Dem à travers la plantation de 10 000 plants de manguiers, 10 000 citronniers et 32 000 plants de haies vives. Avec toute notre volonté, il est difficile de lutter contre le système d'ensablement des barrages et des lacs. Je crois qu'ils ont fait l'essentiel. La mission de supervision conjointe du gouvernement et du FIDA s'est aussi fixée pour objectif de proposer des recommandations pour faire face aux éventuels problèmes. Ce qui devient maintenant fondamental, c'est garantir la durabilité de ces interventions et ça pourrait être fait surtout à travers les appuis aux acteurs du secteur rural qui permettront en plus une continuité de ces activités. Projet de gestion participative des ressources naturelles et de développement. Le projet NER Tamba est une initiative du gouvernement burkinabé et du Fonds international de développement agricole FIDA. Avec un financement d'environ 60 milliards de francs CFA, il s'étale sur 8 ans, de 2014 à 2022, avec pour objectif global l'amélioration conséquente des conditions de vie et des revenus des populations rurales les plus défavorisées. Il intervient dans les régions du Nord, du Centre-Nord et de l'Est. La semaine nationale de l'Internet est bel et bien terminée. Reste la question de l'amélioration de la qualité du réseau Internet au Burkina. Internet présente en effet des qualités diverses selon qu'on soit en ville ou en campagne. Cette disparité devrait être résolue avec le maillage total du territoire par la fibre optique considérée comme le meilleur canal pour une connectivité de qualité. C'est pourquoi on attend que s'achève rapidement le chantier du Blackbone de transmission en cours d'exécution qui devrait mettre fin bientôt à la fracture numérique. Idrissa Warga, Vincent Tiendrebego. À la Semaine nationale de l'Internet 2018, il est question d'amener le public à tirer le meilleur profit de l'Internet pour booster leurs activités économiques. Une question se pose, la qualité du réseau. Quand j'envoie un mail et que si je veux recevoir, j'ai des problèmes souvent pour le recevoir, souvent pour envoyer. J'ai souvent tout un de ces genres de problèmes. Il y a des moments de faille, mais ce n'est pas trop à mon niveau. Voilà, moi je remarque que présentement il y a une amélioration par rapport au passé. Des appréciations qui diffèrent d'une zone à une autre. Depuis quelque temps, le gouvernement, à travers le département de l'économie numérique et ses partenaires ont entrepris un projet de maillage du territoire par la fibre optique présentée comme la meilleure solution aux problèmes d'Internet. Nous faisons tout au niveau du gouvernement pour faire en sorte que tous les Burkinabés, qu'ils soient dans les villages, dans les villes, du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre, aient accès à l'Internet. Qu'il n'y ait pas de fracture numérique au Burkina Faso. La fibre optique, ce qu'elle donne comme débit, c'est presque de l'illimité. Donc, ce qu'on a comme perspective, c'est que demain, la fibre aille chez les clients, que ce soit au bureau ou que ce soit à la maison. Ici, des travaux d'installation de la fibre optique sur la ligne Kaya-Douri. Des ouvriers de la société Lorine s'activent, un chantier qui emploie des moyens aussi bien humains que matériels, comme cette machine venue accélérer le rythme du travail. Sur cet axe Kaya-Douri, nous sommes à 65% de génie civil achevé et nous ne laissons rien derrière. Quand nous dépassons une zone, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire derrière. C'est par là nous parlons des pauses, la construction des chambres et des traitements des ruisseaux, les traversées d'eau et tout. Voilà. Et cette liaison fait 170 km. Il y a d'abord eu une première phase qui s'est déroulée 2017-2018, donc qui a connecté donc les villes de Kaya déjà, les villes de Wayugia et d'Edougou dans quelques jours. Et donc il va aussi apporter pour Bobo une sécurisation. Et nous sommes donc actuellement sur la deuxième phase. Et vous avez visité donc l'axe Kaya-Douri, mais il y a encore 4 autres axes qui sont en cours de construction. Pour l'entreprise commise à l'exécution des travaux, ce vaste chantier doit être bouclé au premier semestre 2019.
une nouvelle ère du numérique beaucoup attendue par les utilisateurs des services d'Internet, aussi bien dans le public que dans le privé. Une soutenance en maîtrise de psychologie qui n'est pas passée inaperçue le 22 novembre dernier, celle de Laetitia Porbeiro, atteinte de déficience auditive depuis sa classe de CM2. Cette jeune fille a surmonté son handicap et continué son parcours scolaire avec brio. Elle rêve un jour de devenir ministre pour donner l'exemple de courage à toutes ces personnes qui souffrent d'un handicap. Oscar Soulama et Zalissa Sanfo ont assisté à la soutenance qui a été sanctionnée de la note de 16 sur 20. Admise avec la note de 16 sur 20. C'est le résultat d'un combat qu'on avait prédit, perdu d'avance. En décrochant aujourd'hui sa maîtrise en psychologie, Laetitia Porbeiro démontre que le handicap n'est pas une fatalité. Atteinte de surdité à l'âge de 13 ans des suites d'une maladie en classe de CM2, elle a su dompter sa déficience auditive pour poursuivre ses études. J'ai suivi avec mes camarades, voisins de classe. Le prof dicte les cours en classe. Mon voisin ou ma voisine écrit. Je regarde chez lui pour reporter chez moi, pour comprendre et me débrouiller afin de valider la moyenne requise pour la classe supérieure. J'ai dû me cultiver pour communiquer avec mes professeurs. Je fais la même chose comme avec vous présentement. Je pose ma question soit à l'écrit ou à l'oral. Et ils répondent à l'écrit. Raillerie, propos déplacés, il fallait aussi faire face au regard de la société pour poursuivre son rêve. Certains de mes camarades se moquaient de moi du fait que je n'entends pas bien, du fait aussi que j'étais obligée de suivre avec les autres. Mais mes professeurs, quand je dis qu'ils m'ont fait voir toutes les couleurs, c'est pour dire qu'en classe, ils n'hésitent pas à parler ouvertement en mal de moi devant mes camarades, qui sont allés jusqu'à dire que mes études ne me serviraient à rien. Pour elle, tout cela a constitué l'école de la vie. Le fait d'avoir vu de toutes les couleurs avec mes camarades et professeurs, je considère ça aujourd'hui comme un mal nécessaire. J'ai connu le monde. Ça m'a ouvert l'esprit sur bien des choses. Personne ne croyait en elle. Réunis ici à 24 heures de sa soutenance, chaque membre de la famille reconnaît avoir mis du temps à accepter que la jeune fille pouvait réussir à l'école. Des fois, je vous dis que je l'ai dit, il faut arrêter maintenant. Ceux qui n'ont pas d'oreille, même n'ont pas du travail. Ne parlons pas. Même BPC, je ne croyais pas. Jusqu'au bac, aller à l'université. Je suis fier d'elle. 4 ans après des difficultés de travail avec son premier directeur de mémoire, elle s'est confiée à un autre professeur qui l'a conduit à ce travail qui séduit le jury. Pour le Burkina Faso, où la question de l'inclusion s'impose, tant pour l'éducation que pour la participation citoyenne, elle nous montre que la personne ayant une déficience auditive n'est pas à catégoriser et à maintenir dans le statut de personne spéciale. C'est des personnes comme tout le monde et c'est des personnes capables. Venue encourager ce parcours digne de faire cas d'école, la ministre en charge de la solidarité nationale promet que tout sera mis en œuvre financièrement et techniquement pour accompagner Laetitia Porbeiro jusqu'au master. L'impétrante a été recrutée professeure de philosophie au CEFIS, mais elle rêve d'occuper un jour un poste ministériel. Porbeiro, son nom veut tout dire. Le festival Djidjoro, organisé par la communauté Kassena et Nankana de Ouagadougou, bat son plein depuis vendredi dernier. Cette deuxième édition se tient autour du thème Culture Kassena, Nankana, patrimoine et changement climatique. Cette manifestation permet aux fils et filles du Naouri de se retrouver pour promouvoir et valoriser la culture Gouroussi. Gérard Sommet, Tanga Kafando, reportage. La culture Kassena et Nankana s'exporte hors de son territoire.
À la faveur de cette deuxième édition du festival Djujoro Burutix Go, les pas de danse, l'art vestimentaire et culinaire de ces peuples gourunsi s'expriment dans toute leur originalité sur le site du siège du FESPACO. Toutes les soirées, il y a donc des animations, des troupes qui sont venues de la province, c'est vraiment authentique. Nous avons aussi des troupes venant du Ghana. C'est ça vraiment l'innovation aussi, venant du Ghana parce que le Ghana est pays invité d'honneur. Et en dehors de ça, nous avons un dépistage d'hépatite qui est organisé pour joindre l'utile à l'agréable le samedi matin. Et à partir de 9h, il y a la gastronomie Kassena Nankana qui est là. Tous ceux qui ont de la nostalgie du village, ils n'ont qu'à faire un tour au FESPACO. Samedi, dimanche, nous sommes là. Convaincus qu'avec la mondialisation, seules les cultures qui s'expriment et s'exportent survivront, les promoteurs du festival ambitionnent faire de cet événement culturel une véritable tribune de valorisation de ce pan de la culture burkinabé. C'est une belle occasion qui permet donc aux fils et aux filles de la province du Naouri de se retrouver et d'échanger justement à travers donc les valeurs de solidarité, les valeurs justement de cohésion et tracer donc les sillons pour le développement radieux donc de la province. Il faut permettre à ces communautés de s'exprimer, de les accompagner, de les soutenir par tous les moyens, de manière à ce qu'elles puissent s'exprimer vivement. Des fils du Naouri, identifiés pour leur engagement pour l'essor socio-économique, touristique et culturel de leur province, ont à l'occasion vu leurs efforts salués par des distinctions. Les 27 pays européens ont finalement signé ce matin à Bruxelles un accord sur le Brexit qui marque la sortie de la Grande-Bretagne de l'UE. La question n'est pourtant pas définitivement résolue puisque l'accord devrait être soumis au Parlement britannique où la première ministre Theresa May n'est pas assurée d'avoir le soutien de sa majorité. Une décision historique pour l'Europe dimanche matin à Bruxelles. Les 27 chefs d'État et de gouvernement ont validé l'accord de divorce avec le Royaume-Uni, a confirmé le président du Conseil européen. Un accord préparé depuis 17 mois par le Français Michel Barnier, négociateur en chef du Brexit pour l'Union européenne. Au terme d'une ultime négociation entre l'Espagne et le Royaume-Uni à propos de l'avenir de Gibraltar, les dernières incertitudes ont été levées samedi. Londres quittera le giron européen le 29 mars prochain, 46 ans après l'adhésion du Royaume-Uni à la Communauté économique européenne, l'ancêtre de l'Union. Les leaders européens ont également approuvé une déclaration politique dessinant les futures relations avec Londres. Ils se donnent 2 ans pour y parvenir. Une période durant laquelle le Royaume-Uni restera soumis au droit européen, tout en ne siégeant plus dans les institutions européennes. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.